Bonjour à tous et toutes, nous allons parler du réalisme. Premièrement, pour pouvoir bien comprendre la définition du terme réalisme, il faut analyser l'étymologie de ce mot qui va permettre de donner un sens à ce qu'on va étudier. Alors, l'étymologie de réalisme vient en effet du latin realis, réel, relatif aux choses matérielles, qui est un dérivé de res, corps, créature et réalité. Cette étymologie témoigne de la volonté des écrivains de ce mouvement littéraire de revenir aux choses mêmes qui font la société, à une vision réaliste des hommes dont ils parlent. Alors, on peut dire que le réalisme est un mouvement littéraire et culturel du XIXe siècle qui donna pour mission aux romans d'exprimer le plus fidèlement possible la réalité, de prendre le réel sans l'idéaliser. Les histoires réelles sont privilégiées, les personnages ont des sentiments vraisemblables et les milieux ainsi que les physiques des personnages sont évoqués avec minutie et objectivité. En littérature française, le réalisme est une attitude artistique qui consiste à prendre pour objet la réalité du monde qui nous entoure, à vouloir la représenter telle qu'elle est, sans idéal, c'est-à-dire dépeindre la société sous tous ses aspects quotidiens, sans se limiter aux aspects les plus nobles de celle-ci. Le réalisme définit un type de littérature qui veut représenter le quotidien au plus près des vécus, en puisant dans les choses vues sans soumettre les banales. De même, pour pouvoir bien comprendre le concept du réalisme dans les préfaces de Pierre et Jean, Maupassant exprime que le réaliste, s'il est un artiste, cherchera non pas à nous montrer la photographie banale de la vie, mais à nous en donner la vision plus complète, plus cessante, plus probante que la réalité même. Raconter tout serait impossible, car il faudrait alors un volume au moins par journée pour énumérer les multitudes d'incidents insignifiants qui emplissent notre existence. Une chose impose donc ce qui est une première attente à la théorie de toute la vérité. Aussi, Jean Fleury, qui est un des initiateurs du réalisme, a écrit en 1857 dans son travail titulé Le réalisme, représenter le réel de manière fidèle, rendre par les mots la réalité elle-même, produire un effet de réel. L'origine du réalisme. Le réalisme est précédé du romantisme. Alors, il apparaît comme une réaction contre l'idéalisme romantique et il exprime le goût pour la démocratie. Sa véritable ambiance est la peinture, avec des thèmes de la vie quotidienne. Ce que le réalisme a comme but, c'est d'éviter ou supprimer l'excès romantique. Et montrant des aspects plus réels, c'est pour cela qu'il s'inspire sur la vie quotidienne. Premièrement, le terme du réalisme était utilisé de façon péjorative, notamment pour désigner la peinture de Gustave Courbet, qui a été à la tête du mouvement. Puis ce terme est repris par la littérature française et c'est là où le mouvement a gagné une vraie importance. Naissance du réalisme en France. Une fois que nous avons compris la définition et l'origine du réalisme, il est important de le mettre en contexte historique pour bien comprendre comment ce mouvement est né en France. Il existe des formes artistiques et littéraires de réalisme dès l'Antiquité. Nonobstant, le réalisme débute en France vers 1850, à la suite de la Révolution en 1848, qui date de la fin du règne du dernier roi de France, Louis-Philippe, et instaure la Seconde République.
Des manifestations ouvrières tournent au drame et ainsi les artistes abandonnent leurs idéaux romantiques et républicains. Puis, avec l'avènement de Napoléon III et du Second Empire en 1851, le gouvernement devient autoritaire et la liberté peut être confisquée. De plus, le développement des sciences et le progrès de la photographie effacent petit à petit les illusions romantiques pour se concentrer sur le concret. Également, les peuples s'éloignent petit à petit de la religion et des portraits élogieux pour s'abonner au réel, aux véritables personnes et aux vraies conditions de vie. Finalement, la révolution industrielle donne une importance réelle au prolétariat et les mouvements ouvriers déterminent de nouvelles sources d'intérêt pour les artistes. Cela a inspiré des écrivains comme Stendhal ou Flaubert qui suivent de près les contestations ouvrières. Ainsi naissent les écrivains réalistes qui sont rapidement accusés par le gouvernement de provoquer le désordre social en France. L'écrivain Jean Fleury a revendiqué ce terme en 1855 pour parler de la littérature. Son manifeste, le réalisme de 1857, met en avant le fait de représenter la réalité telle qu'elle est dans les ouvrages. De la même manière, on peut dire que le réalisme est fondé sur la volonté d'affronter le contemporain, le désir de s'ouvrir à tous et le refus de beaux styles. Initiateur du réalisme. S'il est de toutes les époques, le réalisme désigne avant tout un mouvement littéraire qui s'est manifesté au milieu du XIXe siècle. Les initiateurs du réalisme sont Edmond Durati avec la revue Manifeste Réalisme de 1856 à 1857 et Jean Fleury dans deux articles qui ont été publiés dans Le Figaro de 1856 et dans un volume intitulé Le réalisme de 1857. Même si ce sont considérés comme des auteurs mineurs, c'est avec Stendhal et son roman Le Rouge et le Noir, qui est inspiré d'un fait divers qui a été publié dans les Gazettes des tribunaux en 1828, et Honoré de Balzac, que le mouvement va gagner en grande importance. On peut dire qu'Honoré de Balzac est devenu l'écrivain le plus important du réalisme avec son roman La Comédie humaine, qui a été considéré comme l'œuvre de sa vie, qui compte avec 91 romans écrits entre 1826 et 1850. Puis, le mouvement a eu des écrivains très remarquables comme Guy de Maupassant, Gustave Flaubert, George Sand, qui est une fille qui écrit sous ce nom, et finalement Émile Zola, qui sera plus reconnu dans le naturalisme. On passe maintenant aux caractéristiques du réalisme. L'écrivain réaliste est témoin de son époque. Il veut faire vrai. Il représente fidèlement le réel tel qu'il est. Il s'agit de recréer par l'écriture le monde réel afin d'analyser les problèmes sociaux et de comprendre les comportements humains. La description prend une valeur informative d'une réalité vraisemblable ou aussi une valeur symbolique. Les lieux permettent de comprendre parfois la psychologie d'un personnage. On peut remarquer aussi l'emploi d'un vocabulaire spécialisé qui permet d'expliquer précisément les choses. De même, la parole des personnages reflète les différents milieux sociaux. Il existe aussi l'utilisation d'une écriture impersonnelle et qui vise l'objectivité. On pourrait dire
que l'écrivain réaliste devient le peintre de la vie moderne. Il y a aussi une vision pessimiste de la destinée humaine. Maintenant, on parlera des thèmes essentiels du réalisme. On sait que les romanciers réalistes privilègent les thèmes qui leur permettent de faire partager au lecteur leur vision de la société. Premièrement, on a l'ascension sociale et la chute. Le roman ou la nouvelle raconte l'itinéraire des personnages qui cherchent à trouver leur place dans la société. Ils luttent pour réussir, mais leur quête se heurte aux obstacles d'une société impitoyable. On peut voir des exemples dans Le rouge et le noir de Stendhal, Le pot de chagrin de Balzac et L'éducation sentimentale de Flaubert. Deuxièmement, on a la puissance de l'argent. Alors on sait que l'argent est très important depuis des années. Le romancier, par exemple, souligne le pouvoir de l'argent qui détruit toutes les valeurs morales. Il décrit les mécanismes qui permettent aux ambitieux, sans scrupule, de s'enrichir au détriment des plus naïfs. On peut voir des personnages comme le ministre, le banquier, l'usurier et aussi le spéculateur qui sont toujours présents dans de nombreux romans réalistes. Troisièmement, on a l'amour qui est toujours présente dans toutes les figures littéraires. Mais cette fois-ci, il est lié avec le désenchantement. Le héros réaliste, il rencontre la passion, mais il affronte une société égoïste dans laquelle l'amour romantique n'a plus sa place. On peut voir ceci avec Madame Bovary de Flaubert, qui retrace le destin d'une héroïne dont les rêves d'amour se heurtent à la médiocrité du quotidien. Et finalement, on a la misère du peuple. Cette fois-ci, le roman réaliste représente les déshérités de la ville ou de la campagne qui sont victimes de la pauvreté et de l'injustice. Dans ce thème-là, on trouve Victor Hugo qui a choisi le réalisme pour dénoncer l'oppression du peuple qu'il a reflété dans son œuvre Les Misérables. C'est l'une de ses œuvres les plus connues. Enfin, on dit que les thèmes de prédilection du réalisme traduisent la vision définitivement matérialiste de l'époque qui nie farouchement la dimension spirituelle de l'univers et de l'homme. L'écrivain réaliste s'inspire des méthodes scientifiques et en particulier de la médecine et des sciences naturelles. Les auteurs réalistes se proposent de devenir des historiens des mœurs de son époque et pour y parvenir accumulent les sources livresques les plus qualifiées, comme par exemple des documents médicaux, des gazettes judiciaires, des études historiques, des coupures de presse, des traités théologiques, entre autres. Il nourrit son travail d'enquêtes minutieuses réalisées sur le terrain à la manière d'un journaliste, comme par exemple Émile Zola, qui a écrit Germinal, qui s'est même introduit dans une mine pour avoir l'inspiration pour écrire cette œuvre-là.
Le réalisme, comme nous avons déjà dit, naît en France depuis la première moitié du XIXe siècle. Il est apparu aux œuvres de Balzac et Stendhal, et il a été développé avec Flaubert. Mais cette courante littéraire est sortie de la France pour s'instaurer dans d'autres pays du continent européen, surtout en Grande-Bretagne. Mais nous verrons aussi son influence en Espagne, en Italie, en Russe et en Amérique latine. En Espagne, le début du réalisme a coïncidé avec des événements historiques capitaux. Il est né en 1870, depuis de la révolution dite la Gloriosa, mais son apogée a été aux années de 1880. Finalement, il est tombé dans les années de 1900. Les écrivains réalistes ont adopté deux positions selon son idéologie. Les conservateurs, qui essayaient de cacher et d'idéaliser les aspects les plus horribles de la société, et les progressistes, qui dénonçaient et critiquaient la société. Les auteurs réalistes les plus importants sont Fernán Caballero, pseudonyme de Cecilia Bon, écrivain de La Gaviota en 1849. Ce roman est utilisé comme point de départ du réalisme en Espagne. Et nous avons aussi à Pedro Antonio de Alarcón avec son œuvre Le Tricorne en 1874. Le réalisme en Italie naît avec le nom de vérisme, et il essaye également d'approcher la réalité dans les romans. Cependant, il n'est que représenté par quelques auteurs italiens car les problèmes sociaux, à cause de la récente formation de l'État italien et d'un faible sentiment nationaliste, rendent impossible la consolidation du réalisme. Les représentants du vérisme italien sont Giovanni Verga, considéré le meilleur représentant du réalisme dans ce pays. Dans son œuvre Malaglobia, 1881, il dresse un tableau réaliste des conditions de vie difficiles des classes les plus défavorisées. Également, il montre comme les nouveaux besoins sociaux semblent vouloir désagréger et éliminer les valeurs traditionnelles de la famille, de la propriété et du travail. Et on peut nommer à Matilde Serrao et son œuvre d'Albero de 1869. Le réalisme anglais trouve ses racines au XVIIIe siècle, par exemple dans les romans de Henry Fielding qui décrivent la racaille de Londres ou encore chez Tobias Smollett. Le mouvement prend de l'ampleur au milieu du XIXe siècle et de grands auteurs comme Thomas Hardy, George Eliot ou l'Irlandais George Moore s'inscrivent pleinement dans le mouvement réaliste. En s'attardant au milieu ouvrier, aux relations adultères et à la classe des domestiques, alors que leurs prédécesseurs posaient leurs intrigues parmi les familles aisées de la campagne ou les professionnels ou même les gens de l'Église. En Russie, le mouvement réaliste est repris par des auteurs dramatiques qui s'inspirent des faits quotidiens pour leurs pièces et représentent des gestes et des paroles tirées de la vie de tous les jours. Parmi les principaux représentants du réalisme russe, on a Anton et Maxime, qui ont écrit des pièces qui restent encore aujourd'hui parmi les plus jouées du répertoire. De plus, autres écrivains réalistes sont Ivan Tourgueniev, Tolstoï et Fiodor
ce dernier avec le réalisme psychologique. Le réalisme en Amérique latine apparaît au début du XXe siècle, mais il n'a pas agi de la même manière qu'en Europe, qui s'opposait au romantisme. Au contraire, en Amérique, il s'intègre comme un mouvement littéraire qui répond au changement historique qui connaît le continent américain, c'est-à-dire les grands mouvements sociaux, politiques et révolutionnaires qui ont changé la conscience des peuples, dont le rôle de l'écrivain réaliste était de refléter cette réalité sociale, politique et économique du XXe siècle. Une différence entre le réalisme latino-américain et le réalisme européen est la naissance de nouvelles courantes littéraires en Amérique. D'abord, le régionalisme, qui se caractérise par la nécessité de nommer l'espace, car elle devient un enjeu culturel et politique. On exalte les valeurs autochtones, métisses et l'importance du terroir. Tandis que le réalisme social, qui apparaît entre 1920 et 1924, se caractérise principalement pour la dénonciation des inégalités sociales des peuples. Dans cette spécificité apparaît le roman indien, dont le thème est la préoccupation pour la situation des indigènes dans les républiques naissantes. Maintenant, on va parler du réalisme au-delà de la littérature. Le réalisme en peinture. Le réalisme est un mouvement artistique apparu en France au milieu du XIXe siècle, tel comme vient de le dire notre collègue au début. Juste comme le réalisme dans la littérature, le mouvement dans la peinture se caractérise par une quête du réel, une représentation brute de la vie quotidienne et l'exploration des thèmes sociétaux. Le réalisme n'est pas une tentative d'imitation servile du réel et ne se limite pas à la peinture. L'art réaliste peut être défini en termes de contenu comme celui qui représente des thèmes selon des règles profanes et empiriques, de sorte que ces thèmes soient explicables en termes de causes naturelles, sans recours à une intervention surnaturelle ou divine. Considérant aussi l'existence d'une réalité objective à la troisième personne, sans embellissements ni interprétation. Le réalisme dans les arts a tendance à représenter de manière plausible des personnages, des situations et des objets de la vie quotidienne. Il a tendance à rejeter le thème héroïque, si cher au classisme, qui les représente avec une perspective idéaliste, au profit de thèmes plus neutres et terreux. Le problème de la représentation du réel a toujours été une des plus pressantes préoccupations de la peinture, mais ce fut la notion même de réalité qui changea de période en période la réalité spirituelle. Voici une cite de Marcel Brionne. Le réalisme peut être signalé dans l'art préhistorique et ancien. C'est intéressant, par exemple, de voir des différentes représentations des animaux de l'époque à des caves, comme les bisontes de la grotte d'Altamira ou les chevals de la grotte de Lascaux, ou même en sculpture d'un homme assis de l'ancien Égypte ou en peinture de musiciens de l'Italie. En France, ce mouvement artistique est né vers 1848 sous l'impulsion de Gustave Courbet. Il s'oppose à la vision idéaliste de l'art bourgeois, le réalisme dans les arts et la volonté de décrire les sujets en accord avec les règles. Est inspiré par Descartes, John Locke et Thomas Reid. C'est un courant qui rassemble les artistes sociaux de faire vrai et démontrer les réels sans jamais idéaliser.
Selon la lecture qu'en fait Gilbert Titeux dans sa thèse Au temps du Bram en 2004, les quatre fondements théoriques du réalisme issus de la bataille réaliste des années 1830 à 1870 en Europe sont 1. L'objectivation picturale, peut-être complet ou partiel. 2. L'innovation mimétique, exprimant une nouvelle dimension du réel par rapport à un état intérieur de l'art. 3. Le reflet d'un monde ordinaire ou même haissable, s'exprimant souvent au détriment d'une certaine brillance technique. Et 4. La réflexion conceptuelle sur l'essence de l'objet représenté. Voici par exemple l'après-dîner à Ornans. Et c'est une huile sur toile de grande dimension, peinte en 1849 par Gustave Courbet. Elle est conservée mon nom au Palais de Beaux-Arts de Lille. Et elle fut réalisée durant l'hiver 1848 à 1849, alors que Courbet est revenu à Ornans après son séjour parisien et titré d'abord en après-dîner à Ornans. Ce tableau est le premier grand format réaliste pour lequel Courbet conteste les conventions représentatives de la peinture académique. Par réalisme, il faut entendre ici des effets réels qui s'appuient sur une scène de la vie quotidienne vécue, avec un aspect documentaire affirmé. Et voici une cite de Courbet. C'était au mois de novembre. Nous étions chez notre ami Queneau. Marley revenait de la chasse et nous avions engagé Promager à jouer du violon devant mon père. Écrit Courbet décrivant la scène de la notice explicative du salon du juin 1849 durant lequel elle est présentée. Voici d'autres exemples de peinture réaliste. Un enterrement à Ornans, aussi de Gustave Courbet. Le casseur de pierre de Gustave Courbet aussi. Un vanneur de Jean-François Millet, que c'est un titre de 3 tableaux. L'Angélus, aussi de Jean-François Millet. Sans soleil, sans lumière, dont la toile de fond est couleur de mise. Ici, nous avons le réalisme dans la musique. La chanson réaliste est un genre musical apparu en France au début du XXe siècle et popularisé pendant l'entre-deux-guerres par des interprètes principalement féminines comme Fréhel, Damien ou Edith Piaf, que vous devrez les connaître. Le thème récurrent de ces chansons traite de sujets dramatiques empreints d'une noirceur certaine, souvent inspirés par les quotidiens des quartiers populaires de Paris. Leurs personnages sont généralement prisonniers de leur misère, de leurs conditions sociales peut-être basses, de leur passion amoureuse. Et c'est Aristide Bruin, certainement l'inventeur de la chanson réaliste. Peu après l'apparition du naturalisme littéraire d'Émile Zola durant les années 1890, 1890, dans son cabaret situé à Montmartre, il chante en langage argotique la vie tragique de la classe ouvrière urbaine, née de la révolution industrielle, des Apaches et des fils perdus. Mais très vite, la chanson réaliste devient plutôt une spécialité féminine. À partir de 1908, ce sont Damien et Fréhel, des chanteuses à la voix puissante, à la façon de Bruant, qui triomphent en jouant, en vivant leur chanson en véritable tragédienne. Voici des photos d'artistes Bruant, Damien et Edith Piaf. Et dans la suivante diapositive, vous avez une chanson de Damien si vous voulez l'écouter. Il est une chanson
sans soleil, sans lumière, dont la toile de fond est couleur de misère. Des murs gris, un ciel gris, un cachot, des mains enchaînées serrant des barreaux, une femme nue, le cœur en morceaux, noyé que roule le flot. Finalement, nous avons le réalisme dans l'architecture. Le réalisme en architecture se traduit par un passage vers la fonctionnalité et tendance à débrasser d'un langage formel venu du passé. Le bâtiment devient performant, de nouveaux modes et moyens de construction apparaissent, c'est issu de l'industrie, le métal et le verre. Le Bon Marché est un grand magasin, par exemple, et un grand magasin français situé dans un quadrilatère encadré par la rue de Sèvres, la rue de Babylone, la rue de Bac et la rue Velpeau dans le 7e arrondissement de Paris. Il s'appelait Au Bon Marché pendant 150 ans jusqu'en 1989. Le premier magasin au Bon Marché a été fondé en 1838 par les frères Paul et Justin Vidot sous la forme d'une grande boutique, boutique de mercerie vendant aussi des draps, matelas, des parapluies. Le bâtiment actuel a été construit en 1869. Il a été l'objet de multiples agrandissements par Boileau et Eiffel aussi. À l'image d'un Paris du 19e siècle où tout bouge, tout change, tout s'invente, la création du premier grand magasin parisien, le Bon Marché, bouscule les traditions. Il s'associe en 1852 avec Aristide et Marguerite Boucicaut, qui se lance dans les transformations du magasin, développant alors les nouveaux concepts des grands magasins avec un vaste assortiment large et profond, des prix fixés à faible marge et indiqués sur une étiquette, un accès direct. C'est intéressant, c'est le principe du satisfait ou remboursé et une mise en scène de la marchandise dans son espace de vente. Ce type de magasin ne vend plus simplement des marchandises, mais le désir d'acheter lui-même. La construction est simple et fonctionnelle, ample et dirigée à l'industrialisation. Voilà le photo. Et merci pour nous écouter.